merci d'être là, comme tous les ans. Merci à Taïb de perpétuer cette tradition. C'est tous les ans pratiquement à la même période. Et cette fois, c'est le 20e anniversaire. C'est magnifique. C'est l'âge de... Que dire? C'est la jeunesse. 20 ans. Voilà. Alors, il m'échoit la modération, l'honneur de modérer cette séance sur la Tunisie dans un voisinage stratégique en restructuration. En fait, le terme en restructuration est un terme, je dirais, qui est un peu timoré par rapport à la vraie situation de cette région, parce qu'elle bouge, elle change, elle a ses défis, elle a ses problèmes. Quand on dit région pour la Tunisie, c'est difficile de définir à laquelle la Tunisie appartient naturellement par son voisinage, parce que parfois, le voisinage de la Tunisie est entendu Maghreb central, Tunisie, Algérie, Maroc, parfois Afrique du Nord, entendant par là un peu plus UMA, l'Union du Maghreb arabe, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Les anglo-saxons, notamment les Américains, installent la Tunisie toujours dans la logique Afrique du Nord en intégrant l'Égypte. Quand on vient de loin, on pense géographie, donc c'est l'Afrique du Nord. Et puis, vu de l'autre côté à nous, Tunisiens, on pense être dans une sorte d'espace englobant le Maghreb, certes, mais surtout la profondeur et l'ancrage socio-culturel qui vient d'Orient. Et donc, pour nous, voisinage, ça veut dire aussi Middle East, North Africa agrégé. Et culturellement, le limes, latin, romain, qui fait que ce mur qui sépare l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, même si l'Afrique subsaharienne, certainement vous en avez parlé et on va en parler, constitue quelque chose qui est en phase avec, géographiquement du moins, avec l'Afrique du Nord et avec la Tunisie, cette Sahara, ce désert immense, un obstacle beaucoup plus infranchissable, de temps en temps il ne l'est pas, que la mer Méditerranée, parce que naviguer en mer, et notamment en Méditerranée, c'est beaucoup plus facile que prendre ou un D-Max Isuzu, c'est-à-dire un utilitaire ou un pick-up de marque Isuzu ou Toyota, et traverser ce désert. Et donc, ça m'amène à l'idée que la rive nord de la Méditerranée constitue aussi une frontière naturelle et un voisinage naturel à la Tunisie, de bien entendu. Donc, cette notion de voisinage, elle est à géométrie variable dans le contexte dans lequel on évolue, ou on analyse, ou on juge. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, à vous tous ici, mes panélistes, mes chers panélistes, c'est d'éclairer chacun de son côté en quoi le voisinage de la Tunisie actuelle constitue un défi ou une problématique pour entrevoir l'avenir proche ou prévoir ce que serait la Tunisie de demain, puisque le thème, je rappelle, le thème de notre forum cette année, c'est la Tunisie de demain, et donc en quoi notre voisinage nous empêche ou nous défie pour pouvoir entreprendre une forme de prospective ou faciliter la projection sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, tant ce voisinage est tumultueux et changeant et lui-même connaît
tantôt des affres de guerre, d'autres révoltes ou instabilité, voire de retours de dictature, etc., après ces révolutions qui ont eu un peu partout dans le monde arabe. Alors, je vais commencer par M. Stéphane Ekovic pour nous éclairer sur ce voisinage, en quoi il nous empêche de voir une Tunisie, mieux voir une Tunisie, ou plus facilement voir une Tunisie à moyen et long terme facilement. En quoi c'est problématique? Je vais parler de ce sujet, mais dans la perspective de les relations entre cette région et les États-Unis, parce que je suis surtout un spécialiste de la politique américaine, de la politique étrangère des États-Unis. Mais pour voir l'avenir de la Tunisie, et la Tunisie située dans cette région, je vais commencer avec la même inspiration intellectuelle française que je partage avec M. Guigou, qui est Ferdinand Braudel. Donc, pour voir l'avenir, il vaut mieux situer les choses dans la longue durée. Les États-Unis et la Méditerranée, dans la mesure où la Méditerranée tournait ses efforts, son énergie vers l'outre-Atlantique à la fin du XVIIe siècle ou à l'arrivée du XVIIIe siècle, les colonies anglaises qui sont devenues les États-Unis s'intéressent au monde méditerranéen. D'ailleurs, la naissance de la marine nationale américaine se trouve dans les relations des États-Unis avec la Méditerranée, avec les États barbaresques. Pendant la guerre des côtes barbaresques, début 19e siècle, c'était le président Thomas Jefferson qui estimait que c'était plus digne de dépenser l'argent américain pour construire une marine nationale pour défendre les intérêts commerciaux américains que de payer des tributs aux États barbaresques. Donc, la marine américaine trouve son commencement sur cette région, pas seulement sur cette région, mais sur des problématiques liées à la rive méditerranéenne de cette mer close. Donc, mais il faut dire ici que les relations américaines avec le Maghreb, il ne faut pas avoir d'illusions. Les relations économiques américaines avec le Maghreb ne constituent pas plus que 1% de tous les investissements, les commerces américains. Par contre, comparé à l'Asie, où c'est 50% de la commerce américaine ou des investisseurs américains, vous voyez déjà un déséquilibre, une asymétrie très important. Néanmoins, les Américains, depuis le XVIIIe siècle, ont trouvé des piliers importants dans le Maghreb, dans le North Africa, avec le Maroc. Le Maroc était le premier pays, d'ailleurs, de reconnaître diplomatiquement les États-Unis et la Tunisie. Et ces liens, maintenant centenaires, étaient toujours des bonnes relations d'entraide entre les États-Unis, la Tunisie et le Maroc. Il y avait toujours des problèmes avec l'Algérie. Mais la Tunisie était toujours un allié, et depuis son indépendance, Habib Bourguiba, le fondateur, le père fondateur de la Tunisie, avait toujours une relation positive avec les États-Unis. D'ailleurs, un diplomate américain a vraisemblablement sauvé la vie de Bourguiba quand il était traqué par les Français. C'était Hooker Doolittle, dont le nom, dont une rue en Tunis porte le nom. Et pendant toute sa vie, Bourguiba disait « mon ami Hooker Doolittle ». Les Américains, Hooker Doolittle, le département d'État américain dans les années 50, 60,
reconnaissait que c'était important d'appuyer ce mouvement d'anticolonialisme, de nationalisme, pas seulement en Afrique, mais ailleurs. Ça rentrait en contradiction avec l'appui nécessaire à son allié français. Néanmoins, Bourguiba, astucieusement, comme souvent, toujours, voulait employer cette relation avec les États-Unis d'une certaine façon comme un contrepoids contre la France. Mais il était réaliste aussi, il ne voulait pas non plus se distancier trop de la France. Mais l'Amérique, néanmoins, dans son échiquier régional, jouait un rôle important. Mes amis, l'Amérique n'a jamais fait du mal à la Tunisie. Jamais. Les États-Unis étaient toujours là pour aider la Tunisie, et souvent militairement. Le ministre de la Défense disait ce matin que la Tunisie travaillait avec les partenaires régionaux et internationaux. Oui, mais je crois que quand même il faut nommer un de ces partenaires internationaux qui est les États-Unis. Le 3/4 du matériel militaire tunisien est de provenance américaine. Depuis la révolution tunisienne, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette révolution tunisienne, les Américains étaient prêts à couper leur aide à la Tunisie. Je l'ai directement de la bouche de l'ancienne attaché de défense américaine qui m'a autorisé de lui citer dans un article sur le sujet. Il disait, on était sur le point de couper toute aide à la Tunisie parce que le régime de Ben Ali était trop dans la perspective de la guerre froide et n'agissait pas suffisamment dans cette nouvelle problématique qui était la guerre contre le terrorisme. Et depuis 2011, les États-Unis ont fourni à la Tunisie presque $1 milliard de l'aide. La plus grande partie de cette aide est une aide militaire. Ce n'est pas la première fois que les Américains ont aidé militairement la Tunisie. Pour ceux qui sont plus âgés ici, l'affaire de Gafsa, pendant l'affaire de Gafsa en 1980, quand la Libye de Kadhafi tentait de déstabiliser le régime de Tunisie, les Américains ont déplacé une porte-avions justement envoyer un signal fort à Kadhafi de ne pas s'en mêler et tenter de déstabiliser une alliée américaine. Donc, depuis très longtemps, les Américains et les Tunisiens avaient des très bonnes relations. Les relations américaines ne sont pas fortement économiques, mais il y a des intérêts sécuritaires importants. On en a déjà parlé ce matin. Pendant la guerre froide, la Méditerranée était les flancs sud de l'OTAN. Après la fin de la guerre froide, le flanc sud n'était plus nécessaire. Mais il y a de nos jours une bande sécuritaire. Cette flanc s'est déplacé dans cette bande saharienne, où les Américains travaillent avec les Tunisiens, avec les Algériens, avec les Marocains, avec les Français. Donc il y a un intérêt américain dans cette région, et cet intérêt est un intérêt partagé par nous tous, un intérêt sécuritaire contre un terrorisme qui nous menace tous. Donc, la Tunisie, depuis toujours, a bénéficié d'un appui et d'un soutien américain. Et j'imagine mal, dans l'avenir, que ce soutien soit laissé de côté. Pourquoi ? Je vais pousser un petit peu l'analyse de mon compatriote américain sur la présidence de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Je crois que nous cherchons trop à trouver une cohérence des démarches de la présidence de Donald Trump. Je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'a dit mon compatriote sur le côté impulsif du président, manque de cohérence, contradiction. Mais il ne faut pas confondre les propos du président avec la politique américaine. Qu'est-ce qu'on voit très souvent? On dit que Donald Trump, il envoie un tweet ou il fait une déclaration
qui nous attendent tous, parce que souvent c'est en contradiction avec un précédent déclaration. Qu'est-ce qui se passe? Systématiquement, son équipe rapprochée recadre, réinterprète. Et le lendemain, Donald Trump est d'accord avec cette réinterprétation de ses propres propos qui étaient interprétés. Okay. Un président, c'est une présidence. Si Donald Trump est au centre du pouvoir, le centre est vide, ou largement vide. C'est pourquoi on a beaucoup de difficultés à trouver un sens dans la politique étrangère des États-Unis. Oui, on commence à trouver un sens. Pourquoi? Parce que cette politique étrangère américaine commence à ressembler de plus en plus de la politique étrangère de l'establishment américain. L'establishment a repris ses droits, a remis son poids. Un président a besoin de l'establishment, un président a besoin des institutions. Qu'est-ce qu'on voit avec Donald Trump? On voit que dans une démocratie d'un certain âge, les institutions fortes jouent comme des contre-pouvoirs, que ce soit le législatif, l'État administratif, les médias, les valeurs américaines. Un président ne peut pas faire n'importe quoi, surtout dans une vieille démocratie. C'est pourquoi c'est très important de construire ces institutions fortes pour justement encaisser un cas pareil, si vous voulez. Et dans mes yeux, et de toute façon, c'est le Congrès qui vote les crédits. Ce n'est pas le président qui décide. C'est le Congrès qui va voter des crédits pour, par exemple, la Tunisie, entre autres. Hein. Et dans mes yeux, Donald Trump, de toute façon, veut augmenter le budget de la défense. Et dans mes yeux, le gros morceau de l'aide américaine qui est destiné à la Tunisie est militaire, je crois que vous n'avez rien à craindre sur ce plan-là, surtout parce que ça touche un intérêt partagé sécuritaire, qui est un intérêt de fond pour tout État. Donc, on est en train de voir que les institutions jouent, l'establishment reprend le pouvoir, dirige, recadre le président. Et même si un président des États-Unis peut nommer entre 2000 et 3000 personnes à la tête de l'État, Donald Trump n'a réussi à nommer quelques douzaines. Est-ce grave? D'une certaine façon, oui, parce que ça ne donne pas une direction stratégique à tous les ministères, surtout la Défense, les départements d'État et d'autres ministères commerce qui s'occupent de la politique extérieure des États-Unis. D'un autre côté, les ministères tournent, la machine tourne, et rien ne change. Je vous emmène parce que c'était juste la semaine dernière en Tunisie. Les Américains et les Tunisiens ont signé le 21 avril un accord de commerce et investissement. Voilà. Donc, la machine tourne. La machine tourne sans les gens nommés comme chefs à l'État de chaque administration. Qu'est-ce qui se passe alors? Ce sont des fonctionnaires de plus bas niveau qui prennent ces responsabilités sans les responsables nommés par la Maison-Blanche. Voilà. Très bien, merci. On reviendra sur l'administration américaine et ce qui se passe vraiment dans le département d'État pour comprendre quel est l'impact Trump. Vous l'avez bien expliqué, mais il y a aussi encore des raisons pour s'inquiéter. Il nous semble que le département d'État est un peu déstabilisé, pour ne pas dire autre chose, par l'arrivée de ce nouveau président. Alors, Monsieur Khattar, plus maintenant. Si, là, maintenant, ça marche. Alors, Steven vient de dire que les États-Unis n'ont jamais fait de tort ou de mal à la Tunisie. On le croit sur parole.
c'est peut-être pas exactement ce qui s'est passé dans les autres pays du Moyen-Orient. Et les séquelles et l'impact de l'intervention ou la politique interventionniste américaine directe entre méthode poussive ou soft power ont certainement façonné ce Moyen-Orient de manière à ce qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a l'impact sur la Tunisie aussi à travers cette relation tumultueuse qu'ont les États-Unis avec ce Moyen-Orient lui-même, avec ses problèmes, entre le problème israélo-palestinien, entre le pétrole de la péninsule arabique et les régimes qui changent régulièrement. Ami, c'est un grand honneur, une fois de plus, et un plaisir d'être parmi vous, de répondre à votre invitation. Je vous félicite pour cette 20e édition. C'est l'âge de la raison. Ça signifie que vous êtes sur le bon chemin. Et j'espère que ce thème, la Tunisie de demain, je suis obligé de rester dans le cadre de ce thème, que nos débats contribuent un peu plus à éclairer, à donner des pistes de réflexion. Je tente de ne pas répéter ce qui a été dit ce matin, de parler de cette Tunisie avec cet environnement géopolitique en mutation, en restructuration, malmené, tout ce que vous voulez. C'est clair et net que les États-Unis, comme les grandes puissances, comme les autres grandes puissances, comme les puissances régionales, comme les acteurs locaux, on a interaction entre acteurs et il y a l'histoire en marche qui continue. Vous voyez, donc, je vais prendre les thèmes préparés par votre proposition sur ce Maghreb intégré ou fragmenté, sur cette ceinture sahélo-saharienne qui est source de stabilité ou d'insécurité, sur cette Europe convalescente et sur ce monde arabe et Moyen-Orient. Vous voyez, large sujet. Mais large sujet, pourquoi? Car enfin, la Tunisie, avant tout, il y a dans cette Tunisie plusieurs identités en même temps. Son identité maghrébine, son identité africaine, son identité arabe, son identité musulmane et j'ose dire son identité européenne ou mondiale. Méditerranéenne. Donc la Tunisie, c'est tout ça en même temps. La Tunisie, presque, c'est un cas unique. C'est quelque chose, c'est un microcosme très important. Et pour cela, ce n'est pas un hasard que la première expérience constitutionnelle avant, c'était la Tunisie, et la première révolution de ce printemps arabe, ou la première mutation, est partie de la Tunisie. Donc, ce n'est pas simplement un terrain d'expérience, c'est un pays, du point de vue géopolitique, important, en Méditerranée, en Afrique du Nord, par rapport à l'Europe. Et pour cela, cette Tunisie intéresse. Et pour cela, les problèmes de la Tunisie sont exactement liés à tous ces ensembles, à tous ces sous-ensembles. La Méditerranée, même l'Union européenne, le monde arabe en général, le Moyen-Orient et surtout les Maghreb et cette zone de Sahel et de cet environnement. Et pour cela, c'est très important de remarquer que face à ces mouvements qui ont commencé depuis 2010, et là ce matin on a parlé de ces aspects négatifs de la mondialisation et de ces aspects positifs. Même si on met à côté ce qui s'est produit avec la lutte de la jeunesse des syndicats des peuples tunisiens à partir de 2010, on voyait bien, avec la crise financière mondiale de 2008 et c'est quand même séisme qui a frappé Wall Street, comme le communisme a atteint un niveau donné, il est tombé à la fin des années 80, là aussi, le capitalisme avec son aspect de cette mondialisation, dirons, sauvage ou mondialisation extrême, est tombé. Et là, donc, cette région du monde
comme la Grèce, vous voyez, dans le sud de l'Europe, il y a des zones fragiles. Et pour cela, la Tunisie, qui profitait avant de ces systèmes de voisinage, de ces systèmes d'intermédiaires, la Tunisie a souffert comme les autres, continue à souffrir. Donc s'il y avait mutation ou pas mutation. Mais ce qui est important maintenant, malgré tout, de comprendre que face à ces mutations, comme même ces Maghreb, qui a éclaté avant à cause du Sud, de ces litiges algéro-marocains qui n'en finissent pas. Et on n'a pas malheureusement l'espoir, sauf s'il y a une alternative en Algérie. On voit le Maroc comment il fait un grand mouvement vers l'Afrique. Ce Maghreb est coupé maintenant en deux. On peut parler quand même, quelque part, malgré tout, c'est entre Mauritanie, Algérie et Maroc. C'est un côté, et la Tunisie et la Libye, c'est de l'autre côté. Et ça, c'est le danger qui vient pour la Tunisie. Plus ou moins, la Tunisie est accrochée à ce qui se passe en Libye. La Tunisie est concernée par tout ce qui se passe en Libye. Ce n'est pas simplement l'histoire de frontières. Même si on fait un mur, on ne règle pas le problème. Car il y a une vie commune entre une région de la Tunisie et une région de la Libye. Et pour cela, tout ça s'accroche à ce terrorisme et à cette région de non-États, ces zones de crise dans la bande sahélienne, et ces questions de la lutte contre le terrorisme, contre les mafias, contre le marché informel, tout en fait est lié. Tout s'enchevêtre. Et tout s'enchevêtre, pourquoi? Car enfin, ce n'est pas l'histoire simplement de cet État islamique avec son califat autoproclamé. Les califats autoproclamés, apparemment, du point de vue territoire, ces territoires seraient éradiqués de la Syrie et de l'Irak, peut-être en 2017, si ce n'est pas en 2017, un peu plus loin, mais après tout, c'est lié à Sinaï, c'est lié à la Libye, c'est lié même à cette bande sahélienne, et la Tunisie est concernée pour cette lutte contre le terrorisme. Et pour cela, pour toutes ces questions, on voit bien donc un Maghreb éclaté. On a parlé ce matin d'un système régional arabe qui a été, là, on vient à l'intervention américaine en 2003 en Irak. Depuis l'intervention américaine en Irak, le système régional arabe a été enterré. Et à la place de pôles arabes, on a 3 pôles régionaux qui disputent la zone: Israël, l'Iran et la Turquie. Et pour cela, avec tout ce qui s'est passé après, ce qu'on appelle le bouleversement arabe, à un moment donné, on a vu quand même, on parle toujours de complots étrangers. Moi, je pense que les forces régionales sont parfois plus importantes. On l'a vu, peut-être les États-Unis ont accompagné, n'ont pas accompagné. Les Français, ils ont mal interprété ce qui se passe en Libye, où ils sont allés plus loin. Les Britanniques ou les Russes maintenant, qu'ils ont fait ce matin, à partir de cette tribune, un discours soviétique. Là aussi, chacun donc essaye de faire ses intérêts. Toujours les États font leurs intérêts. Ce qui compte, c'est que j'ai compris, avec tous ces bouleversements, il y a dans cette zone du monde des forces de statu quo régionales. J'énumère ces forces de statu quo. Dans cette région, c'est l'Algérie qui est la force qui défend le statu quo. Il y a l'Arabie saoudite, il y a l'Iran, il y a Israël. Et ce n'est pas les blocs contre-révolutionnaires de l'époque des révolutions ordinaires. C'est un bloc hétérogène. Chacun, pour ses propres intérêts, voulait sauvegarder un statu quo donné. Et pour cela, au lieu de voir ces mutations qui ont été non idéologiques, ces révolutions étaient des révolutions de la jeunesse qui voulait la liberté, la dignité et l'égalité. Ne voulait pas ni islamiser les sociétés, ni faire les chaos actuels. Malheureusement, avec ces interventions régionales, avec l'impuissance, là on revient, parfois il y avait plus d'interventionnisme européen. À l'époque, le président Obama qui est venu au pouvoir pour ne pas faire la guerre, pour se retirer de la guerre, il n'a pas pu appréhender la gravité de ces mouvements ou de ces fluctuations, et pour cela on a eu des vides. Et comme ça, on a les conflits multipolaires en Syrie. C'est une sorte d'un grand jeu international du XXIe siècle, une guerre internationale régionale qui continue. Parfois, les uns les appellent
ce n'est pas les chaos créatifs, mais les chaos destructifs. Et on a le Daesh après, la naissance de ces monstres qui s'appellent l'État islamique. On a eu le coup d'État ou la restructuration ou la contre-révolution ou la révolution en Égypte pour mettre terme au rêve des califes musulmans de l'autre côté des frères musulmans. Et puis, on a la Libye avec tous les malheurs libyens, avec cette déchirure, cet éclatement. Donc, on est là. On est aussi, ce qui est le plus grave, ce qu'il a énuméré M. Guigou ce matin, populisme, improvisation, éclatement, intervention par-ci, par-là, et surtout une Europe qui va mal. Ce qui est grave avec le Brexit, l'Europe va mal, c'est-à-dire la Tunisie, ce que j'ai constaté ce matin, et je l'ai constaté en 2014, n'est pas très enthousiaste pour un grand Maghreb, pour l'Afrique. Elle cherche, elle regarde simplement vers l'Europe. Elle a tort. Je vous dis pourquoi. Car l'Europe a des problèmes. L'Europe a des problèmes. Le Premier ministre hollandais l'a dit d'une façon nette. Les élections des Pays-Bas sont les quarts de finale en Europe. Heureusement, les Pays-Bas ont échappé. Donc, on essaye d'attendre le 7 mai pour que la France échappe. Mais ce n'est pas gagné. Et ce n'est pas si facile que les forces extrêmes en France forment 42% de l'opinion entre extrême gauche et extrême droite. Et on a l'Allemagne en septembre. Mais même s'il y a une redéfinition des projets européens, l'Europe ne donne pas cette dynamique, sauf si les projets développés par M. Guigou seraient un jour adoptés pour que cette Europe comprenne. Je crois, moi, que l'avenir ou le sort de l'Europe est lié à son aile sud, de la Turquie jusqu'à la Tunisie. Et si l'Europe ne prend pas en considération cette aile sud, et surtout la Tunisie, l'Europe aura tort et elle aura plus de problèmes. Et pour cela, il faut voir, il y a cet acquis américain. Maintenant, c'est très bien, la Russie s'intéresse à la Libye pour s'intéresser à la Tunisie. Mais il ne faut pas croire beaucoup à cette puissance russe. Elle n'a pas des atouts économiques. Attention, il faut au contraire voir la Chine pour qu'elle assume ses responsabilités. Notre grand problème, les pays dits des BRICS, disent qu'ils veulent bouleverser l'ordre mondial. Ils veulent prendre tous les bienfaits de la mondialisation, mais ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Où sont les aides chinoises en Tunisie? Où sont les aides chinoises en Libye? On ne voit pas beaucoup quand même. Il faut voir, on incite l'Occident dans le monde arabe tous les jours. Mais comparez l'Occident aux autres, comparez l'Europe aux autres. On dit toujours du mal de la France, mais comparez ce que la France fait et que les autres font. Vous voyez la différence, elle est énorme quand même. Il y a un engagement qui dépasse les paroles, un engagement sérieux avec les investissements, avec l'engagement politique, avec la défense des intérêts de cette zone. Pour cela, la Tunisie reste très importante dans ces mouvements, dans ce monde qui bouge, un monde qui va mal, mais qui est en mutation. Mais pour réussir cette mutation tunisienne, il faut que les Tunisiens comptent sur eux-mêmes avant tout, sur leurs élites, sur leurs capitaux. Et je pense que c'est ça maintenant les grands défis pour que la Tunisie toujours apporte sa pierre et son expérience et ses choix aux autres. Merci. Merci, M. Fata. Vous me facilitez un peu la tâche pour la transition, parce qu'après avoir vu plus large, chute du communisme, ensuite chute du capitalisme, ensuite toutes les péripéties qui ont eu lieu, l'intervention américaine de 2003 et ce qui se passe avec l'intervention micro, et 4 pays que vous avez cités qui sont encore des forces de statu quo, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et ça va impacter forcément beaucoup la Tunisie, notamment pour l'Algérie. Vous avez la proximité, enfin, la Libye qui constitue en fait la plus grande part de risque pour la Tunisie. Et tout ça faisant, c'est l'extérieur, mais quid, c'est là où votre chute était intéressante, quid des... alors, quid
comme l'a dit Emmanuel Todd en Tunisie quand il était venu en 2009, il a prédit un peu ce qu'il allait se passer en 2010 et 2011 par son analyse de la transition démographique, parce que c'est un démographe, Emmanuel Todd, et cette poussée. Et là, j'aimerais bien challenger Madame Gisela Bomratz sur qu'est-ce qui se passe dans les sociétés arabes avec leur structure démographique, avec leur évolution entre sociétés rétrogrades, avec cette volonté d'aller vers la modernité, mais timorée, avec l'islamisme politique qui séduit une jeunesse, qui de temps en temps la voit en déperdition. Tout ça faisant, quel est l'impact sur la Tunisie de demain et qu'est-ce qui se passe dans notre monde arabe de votre point de vue à vous? Alors, voilà. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais aussi remercier aux organisateurs de m'avoir convié à cette fort intéressante. Oui, voilà. Donc, de m'avoir convié à cette conférence fort intéressante et j'apprécie énormément parce que je dois l'invitation aussi à Khalisha Chater qui m'a on s'est rencontrés à un autre événement et donc je suis très très reconnaissante. En ce qui concerne votre question, normalement, je voulais intervenir d'abord sur un autre aspect, mais je reviens à votre question, parce que ce qui m'a intrigué donc ce matin, c'est qu'on a parlé de façon assez généralisée de l'économie sans aller plus loin. Et je pense qu'il faut se pencher pour mieux connaître, mieux analyser la situation tunisienne sur l'économie et sur la politique néolibérale de l'Union européenne vis-à-vis des pays de l'Afrique du Nord. Et ceci depuis les années 80, où les programmes d'ajustement structurel ont déjà démantelé, demandé le démantèlement des États. Donc, si on veut demander qui sont les gestionnaires de l'Europe, c'est la première question que je veux poser. Ce n'est pas forcément les hommes politiques et les femmes politiques qui sont sur le premier plan, mais c'est les lobbies des grandes entreprises comme le European Roundtable of Industrials qui a réussi à se mettre au sein de la Commission et à avoir réussi donc que chaque décret, chaque projet de loi, chaque mesure est d'abord évaluée par eux avant de passer donc, au Parlement et au Conseil des ministres pour éviter que les intérêts de profit des entreprises européennes soient touchés par des mesures qui nuisent à leur profit. Donc, c'est un fait qui montre que l'impact donc des entreprises sur la politique en Europe est déjà énorme. Et on a la même chose en Allemagne. C'est le ministre de l'Intérieur Otto Schily qui, à l'époque, a demandé aux entreprises d'envoyer des experts dans les ministères. Et il y a plein de lois qui sont écrites directement par les experts des entreprises. Donc, si on voit ça, il faut se demander quel est l'objectif de cette politique dans les pays de l'Afrique du Nord et pourquoi elle est utilisée comme instrument. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Union européenne ne fait pas de cadeaux. Il ne fait pas de la bienfaisance. C'est pour ça qu'on a toujours des conditionnalités dans chaque domaine qu'on négocie.
et les accords de libre-échange étaient déjà construits sur un autre accord qui a été fait après l'indépendance de la Tunisie. Disons que le marché européen était ouvert pour les marchandises tunisiennes de façon privilégiée parce que les Français ont demandé à avoir donc une bonne relation économique avec leurs anciennes colonies. Donc là-dessus, on a dû construire un autre accord parce que donc, les pays africains et autres se sont plaints dans l'OMC que, par exemple, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie avaient donc ces accès privilégiés comme d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Donc, jusqu'à 2007, il devait changer de cap et donc, en même temps, l'Union européenne a développé les accords de libre-échange afin d'éviter que cette clause tombe trop vite et qu'il y ait une relation privilégiée entre l'économie européenne et l'économie tunisienne, c'est-à-dire des tarifs qui n'étaient pas valables par d'autres pays. Et ceci a amené, donc bon, il faut être bref, ceci a amené donc à une crise de l'industrie tunisienne qui n'était plus protégée parce que si les tarifs donc tombent, on est exposé à la concurrence internationale et donc il y a à peu près 3000 entreprises tunisiennes qui ont fait faillite jusqu'à 2008. Donc quand l'accord de libre-échange était mis en œuvre complètement. Voilà, donc ce que je veux dire, l'Union européenne a une responsabilité pour l'état de l'économie tunisienne. Voilà. Et donc aussi pour le chômage et pour les problèmes sociaux. Et c'est pour ça que beaucoup d'analystes disent que la révolution tunisienne est aussi due à cette politique de l'Union européenne. Et il ne faut pas non plus oublier qu'un même mouvement a commencé à se manifester au Maroc. C'était le mouvement du 27 février. Et il a seulement été supprimé parce qu'au Maroc, on a le roi qui est sacro-saint. On n'ose pas le critiquer, etc. Donc, jusqu'ici, ça tient. Et l'Union européenne a aussi accepté des réformes qui n'étaient pas vraiment des réformes de la politique de migration du Maroc pour dire maintenant la nouvelle constitution du Maroc, etc. Tout va bien, on a fait des réformes, donc il ne faut plus un changement au Maroc. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas le cas parce que si on vient maintenant au problème de la migration et aussi de la misère des jeunes, il faut dire que, par exemple, la flotte de pêche espagnole donc vide tout l'océan et aussi la Méditerranée, donc les pêcheurs n'ont plus rien et donc beaucoup de petits agriculteurs, pêcheurs, etc., perdent leur travail, leur subsistance, et donc les jeunes, les familles, etc., ils sont plus de quoi vivre. Voilà. Donc après, ils louent leurs bateaux, leurs petits bateaux, aux migrants qui veulent passer vers l'Europe. Et là, c'est Mme Merkel qui dit il faut combattre les trafiquants. C'est les trafiquants qui sont à l'origine de la migration. C'est cynique, ça, c'est complètement cynique. Hein? Parce que c'est le seul moyen pour survivre que ces pêcheurs louent leurs bateaux. Hein? Voilà. Et donc, en même temps, la politique de migration de l'Union européenne, qui est pratiquement
très imbriqué avec la politique économique parce qu'avec la politique économique, l'Union européenne fait pression pour demander après aux pays de se plier à leur rôle de policier pour l'Europe dans la Méditerranée. Et dernier point, ce qui arrive, c'est maintenant que l'Union européenne est embêtée par les réfugiés et veut s'en débarrasser. Ils ont eu l'idée donc de faire de la Tunisie une Turquie 2 et d'essayer de voir avec la Tunisie que la Tunisie crée des camps d'internement, que la Tunisie accepte qu'on établit un nouveau rideau de fer entre la Libye et la Tunisie, et qu'il y a beaucoup d'argent allemand, aussi bien qu'américain, qui va dans ce rideau de fer qui est hyper sophistiqué pour éviter que pratiquement les réfugiés peuvent transiter de la Libye vers la Tunisie. Et finalement, l'idée est que la Tunisie, le rôle de la Tunisie à l'avenir serait qu'elle reprend tous les réfugiés refoulés par l'Allemagne, ceux qui sont citoyens tunisiens, mais aussi les autres qui ont transité par la Tunisie vers l'Europe. Et c'est un accord que la Tunisie a déjà signé, malheureusement. Les Marocains ont résisté jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Très, très bien. Je vous remercie. Baladeur, oui, cravate, ça marche. Alors, vos thèses, Madame Gisèle, sont très partagées par une bonne partie des Tunisiens et ces idées-là montent. Il faut que Jean-Louis Guigou se défende là, parce que cette Europe qui, en fait, avec ce rapport déséquilibré avec des pays comme les nôtres, qui font qu'à la fin, cyniquement, comme l'a dit, on nous dit que c'est nos pêcheurs qui deviennent trafiquants, alors que ces pêcheurs non plus. Et ça, c'est une sorte d'image pour tout le reste, en fait. L'assistance ici nous étaye cette thèse qui est assez alarmante. Je rajouterai l'idée de lobby au sein de la Commission européenne. Il va falloir qu'on étaye cette idée de lobby. Est-ce que c'est du conspirationnisme? Est-ce que c'est du complotisme? Ou alors c'est une réalité, qu'on nomme les choses ou les gens par leur nom? Est-ce que c'est une réalité? Ça, je laisse tout le monde ici en apprécier la teneur. Voilà. Est-ce que c'est une réalité vraie, avec des noms, des personnes alors, Monsieur Chatre, l'exercice ici, c'est un exercice en fait géographique, c'est-à-dire la Tunisie dans son voisinage stratégique. Mais l'histoire de la Tunisie dans son environnement, dans son voisinage, dans, la trajectoire individuelle de la Tunisie, est-elle indépendante de son voisinage, ou alors la Tunisie a été façonnée par son voisinage plus que par ce qu'elle est intrinsèquement, elle, comme l'a dit tout à l'heure M. Khattar, comme étant une exception, une sorte de alchimie particulière que cette Tunisie. Si je vais parler de l'histoire, surtout au XIXe siècle, la grande période tunisienne, c'est la période de Hamoud Abecha, qui a terminé sa carrière en 1814, où la Tunisie vivait presque dans le cadre d'une sorte de dépendance de l'Algérie. Donc, la Tunisie s'est dégagée de l'emprise algérienne. Elle a empêché les Ottomans de changer le régime
de la dynastie libyenne et a envoyé des troupes pour cela. Puis par la suite, la Tunisie a joué la carte de l'alliance avec le Maroc contre l'Algérie, une sorte d'alliance de revers. Mais cela maintenant, tout cela est dépassé. Je voudrais parler d'abord du voisinage maghrébin. Serait-il hâtif de parler de feu l'union du Maghreb? Je pense que nous connaissons tous le problème, la question donc du Sahara occidental, la rivalité entre l'Algérie et le Maroc, et une sorte de défection des autres pays qui ne se prononcent pas par prudence ou par diplomatie. De toute façon, l'UMA n'a pas réuni son sommet, qui est son instance de direction depuis des années. Elle a son siège au Maroc, un secrétaire général tunisien, mais tout cela fait partie d'une certaine virtualité. Chose importante, les pays nord-africains semblent jouer la carte de l'Afrique subsaharienne. Le rôle du Maroc dans ce domaine est spectaculaire. Le Maroc, donc, avec son adhésion au Sahara, à la communauté de Sahara occidentale, qui risque de signifier peut-être une transgression de l'UMA. La Tunisie aussi cherche son alliance avec la communauté orientale. Je pense que finalement, en dépit de tout, les relations économiques entre les pays nord-africains ne sont pas complémentaires. Et donc finalement, les échanges souffrent de cette similitude. Il y a bien sûr cette possibilité, ce vœu de créer une grande zone, un grand espace, mais je pense que c'est important d'enrichir cette maghrébinité par un développement de relations avec l'Afrique qui serait appelé à jouer le rôle de relais entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Donc, nous allons voir aussi la question de l'Algérie, voisinage immédiat qui permet une coopération sécuritaire, mais l'Algérie de demain risque d'inquiéter. Quelle alternative au pouvoir actuel? Continuité ou rupture? La crise pétrolière ne doit pas être sous-estimée, vu son impact sur le budget algérien. Elle annonce l'ère arabe post-pétrole. Faut-il parler de la Libye qui est source donc d'inquiétude? Les gens s'étonnent aussi du fait que la Tunisie est obligée d'entretenir des relations avec les autorités de Tripoli, Fajr al-Islam, qui sont quand même dans le voisinage immédiat. Et d'ailleurs, la position est délicate, vu le jeu du rôle régional. Qatar et la Turquie avec l'islam politique en tripolitaine, les Émirats et l'Égypte avec Haftar, et les dérives du voisinage libyen peuvent avoir leur impact immédiat sur les régions frontalières du Sud. D'autre part, l'ère arabe a été l'objet d'une stratégie de chaos. Ne sous-estimons pas ses effets, ou du moins ses risques en Tunisie, accrus
par son voisinage de deux pays pétroliers. Or, ces deux pays pétroliers suscitent des intérêts évidents, illustrés par les interventions géopolitiques en Libye et des risques, sinon des projets d'entraînement de l'Algérie dans ce choc. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont heureusement échappé à la stratégie du chaos. Le concept du Grand Moyen-Orient n'a pas pu les inclure. La stabilité du Maroc, de l'Algérie et de l'Égypte constituent des conditions donc de stabilité aussi pour la Tunisie et un grand appui, avec, bien sûr, ne sous-estimons pas aussi le défi du Sahel et du terrorisme dans le Sahel africain. Le développement de nos relations avec l'Égypte, dont le scénario de redressement a précédé la soft révolution tunisienne de 2013 et l'établissement, l'installation du dialogue, mais dans ces conditions, le rapprochement est tout à fait relatif vu l'alliance Nahda Nida Tounes avec les positions de Nahda vis-à-vis de l'Égypte, ce qui explique aussi notre absence de la scène syrienne, avec la position préférentielle du fait de nos relations avec Qatar et la Turquie, donc influence idéologique évidente, et dans le cas de la Turquie, influence économique évidente aux dépens de l'industrie tunisienne. Les relations avec l'Europe sont importantes, peut-être. On a beaucoup parlé du partenariat privilégié. Pour le moment, le Tunisien n'a rien vu du point de vue vécu. D'autre part, il y a eu un rêve tunisien d'un plan Marshall européen. Ce rêve n'est pas partagé outre-Méditerranée. Et d'ailleurs, nous comprenons la situation délicate actuelle de l'Union européenne qui, avec beaucoup d'efforts de soutien à la Tunisie, mais ses marges de manœuvre donc, sont limitées. Les relations bilatérales sont importantes avec les pays méditerranéens, parce que parfois on avait dit hâtivement, écoutez, la France regarde vers la Méditerranée, l'Allemagne regarde vers l'Allemagne, vers l'Est, l'Europe de l'Est. L'actualité montre que c'est l'inverse, que tous ces pays-là veulent avoir des relations de soutien avec la Tunisie. Je parle de la France, de l'Allemagne, bien sûr, de l'Italie, du Portugal, l'Espagne. Et je pense que ce sont des virtualités, mais comment les mettre en application alors que la Tunisie a réellement besoin. Très bien. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Très intéressant. C'est aussi complet. Alors, les interventions des uns et des autres vous en suscitent un commentaire, une interrogation, un approfondissement par les uns et les autres, sachant qu'on a besoin d'un micro baladeur dans la salle. Alors, voilà, il y a là des questions brèves ou des commentaires brefs. Merci beaucoup, Sersan. Merci beaucoup à l'ensemble des orateurs. J'ai toujours pour habitude de poser une question au moins dans chaque séance. Je vais aller très vite. Au-delà de toutes les analyses, je voudrais ajouter un autre élément. Il y a une recomposition, en fait,
chez nos voisins immédiats et lointains qui est commune à l'ensemble de la société mondiale. Et cette recomposition, elle est due à l'accroissement des inégalités, un peu partout dans le monde. Une poignée de personnes aujourd'hui possèdent l'équivalent des richesses de la moitié de la planète. Cet effet richesse et inégalité produit un éclatement complètement des sociétés, des partis politiques un peu partout. Ce qu'on constate en France avec l'avènement de Macron, c'est la même chose que Pédomos en Espagne, c'est la même chose en Italie, c'est la même chose aussi qui a amené un Trump à la présidentielle. C'est quelque part, Jean-Louis disait tout à l'heure ce matin, c'est un peu les perdants de la mondialisation, mais ce n'est pas uniquement la perdante de la mondialisation, c'est aussi un accroissement très important des inégalités. Et je pense que ce phénomène est également dans nos sociétés chez nous. Il est dû aussi à l'absence d'une alternative au capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme s'est trouvé tout seul, il n'y a pas un autre modèle contre lequel il va s'affronter. Donc, est-ce qu'on est capable collectivement d'inventer un nouveau modèle de société plus juste? Et si on parle d'une société plus juste où tout le monde puisse coexister, je pense que c'est très important. L'autre ajout, et c'est plutôt un commentaire, j'enseigne l'économie européenne, juste pour information. À Bruxelles, il existe de manière permanente 30 000 lobbyistes. Il existe des masters en France de lobbyistes à Bac+5. Vous pouvez devenir lobbyiste. Et le lobbying n'est pas quelque chose de négatif, ça peut être aussi positif. Hein. C'est une manière d'avoir de l'information de l'industrie pour faire des lois justes au lieu de faire des lois uniquement par des technocrates. Et donc, c'est le dernier commentaire pour monsieur des États-Unis. On n'a aucun doute sur le sens de l'amitié des États-Unis par rapport à la Tunisie, les relations bilatérales. Notre problème, c'est l'effet chaos introduit par les interventions des États-Unis au-delà de la Tunisie et qui nous impacte. C'est clair. Merci. Merci pour votre question. Très intéressant. À vous, monsieur. Merci, je suis Mondar Khaled, géographe de formation et spécialiste en planification stratégique. Je suis retraité des Nations Unies depuis quelques années. Au fait, d'un point de vue méthodologique, je pense que, premièrement, la qualité des interventions sont excellentes et elles ont couvert plus ou moins tous les aspects concernant nos relations, enfin les relations entre la Tunisie et son voisinage, que soit l'Europe, soit les États-Unis, etc. Mais est-ce là vraiment la question fondamentale d'aujourd'hui? Parce que ce matin, nous avons parlé de la mondialisation, de la géopolitique mondiale, etc. Ce qui nous intéresse, au fait, c'est deux questions tout à fait simples. Une question historique, de définition, et là, avec Serkhlifa, il peut aussi nous donner quelques éléments. C'est quoi la Tunisie de demain? Il faut bien qu'il y ait un deadline pour demain. Est-ce que demain c'est 30 ans? Parce que le temps stratégique aujourd'hui c'est comprimé, ce n'est plus 50 ans, c'est 20 ans ou 30 ans, etc. Donc c'est quoi demain? Parce que 10 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans dans l'histoire d'un pays, c'est très différent. Okay? Avec aujourd'hui la technologie, avec l'accélération des technologies d'information et de la communication, les choses bougent très très vite. Bon. L'autre question, elle est d'ordre géographique. C'est quoi notre voisinage immédiat? Notre voisinage immédiat s'appelle le Maghreb. Et moi, en tant que géographe, j'ai passé des années et personne n'a su définir exactement le terme Maghreb. On dit que c'est la seule personne qui a donné une définition au Maghreb, c'est le président Bourguiba. Il a dit le Maghreb s'arrête là où s'arrête le couscous. C'est Ibn Khaldoun. C'est Ibn Khaldoun. Et donc, ils ne sont pas loin de l'autre. Voilà. Et ça, je pense que de toutes les manières, que ce soit Ibn Khaldoun, les deux se valent, à mon avis, dans l'histoire de la Tunisie. Mais géographiquement, c'est vrai qu'on est plus proche de Jbal Nafoussa que de Tobruk.
parce que là, nous rentrons dans la civilisation du riz, etc. Bon. Et donc, autant ce microcosme géographique, et nous pensons être homogène, autant il n'est pas du tout homogène. Parce que dans l'histoire contemporaine, et ce khalifa avait commencé par Hamoud Becha, moi j'irai jusqu'au Mouchir, Ahmed Becha Bey et Khair-Dim. Voilà. Hein? Après, oui. Oui, exactement. Et donc, le sens même de l'État tunisien, je pense qu'il a commencé, et c'est ce qui fait la différence entre le succès du processus tunisien et du processus syrien et égyptien, c'est que la Tunisie a su, par la création de l'école polytechnique, son intégration, l'intégration des éléments avec Jama' Zitoun, etc., on a su créer une alchimie qui a su créer une espèce d'État qui a pu jusque-là perdurer. Bon. Donc, comment voulez-vous que dans l'histoire contemporaine, qui a connu une évolution tout à fait différente, quand on prend l'itinéraire du Maroc, qui est une monarchie traditionnelle, on la compare avec le processus d'indépendance de l'Algérie, de la Tunisie ou de la Jaméhérie et de la Libye, comment voulez-vous que sur le plan politique, ce Maghreb puisse évoluer ou puisse se construire? C'est impossible. Donc ce n'est pas d'un Maghreb politique dont on a envie, c'est d'un Maghreb concret où on peut construire, comme l'a fait l'Union européenne, qui a été bâtie sur le charbon, sur des projets qui sont intéressants de mise en commun des forces des trois pays, afin de compter essentiellement sur nos propres moyens. Je sais de toutes les manières, tout le monde sait, que ce soit avec les États-Unis, merci beaucoup, avec ce qu'ils ont fait pour l'histoire, etc., avec l'Union européenne, en politique comme en géopolitique, il n'y a pas de sentiments, il y a des intérêts. Donc notre intérêt à nous, premièrement, c'est de voir, premièrement, à l'intérieur de la Tunisie. Et aujourd'hui, si on n'avait pas fait 60 ans de disparité régionale, comme venait de le dire mon collègue, avec une Tunisie divisée en deux, avec un littoral extrêmement développé et des régions enclavées du nord-ouest et de l'ouest de la Tunisie, qui ont été plus ou moins désavantagées par rapport à d'autres, il n'y aurait peut-être pas eu révolution. Donc, commencer par la réduction des disparités régionales au niveau du pays, mais aussi voir quelles sont les perspectives pour le Maghreb. Le reste, tout le monde le sait, c'est des intérêts qui convergent, qui ne convergent pas, et les acteurs sont extrêmement nombreux. Je vous remercie. Merci. Merci pour les deux interventions. S'il y en a une, la parole au panel pour un petit peu répondre ou tenter de commenter les commentaires pour enrichir ce débat. Alors, qui est-ce qui est inspiré là? Voilà, c'est Châtre. C'est-à-dire que soyons un peu modestes. Quand vous dites que tout est parti d'Ahmed Bey, d'abord, les réformes, parce que moi, ma thèse sur la période de 1815-1857, donc la période d'Ahmed Bey. Les réformes ont commencé avant Ahmed Bey, sous le ministère de son ennemi Shakir, qu'il a fait exécuter, qui a suivi sa politique, mais en réalité, la Tunisie a suivi l'exemple de Mohamed Ali d'Égypte. La grande industrialisation, c'est l'Égypte de Mohamed Ali. La Tunisie, c'est mince par rapport à ce que il a fait. Et sous Shakir et Ahmed Bey, avait de l'adoration pour Mohamed Ali, qu'il connaissait, étant donné que tous les pèlerins passaient par l'Égypte et revenaient parler de Mohamed Ali d'Égypte. Donc, il y a eu des tentatives de réforme courageuses
d'Ahmed Bey, l'école polytechnique, la création avant Ahmed Bey, mais c'est lui qui a développé l'armée nationale, parce qu'avant c'était une armée des Mamelouks. Et donc, beaucoup de choses ont été faites par Ahmed Bey, mais c'est la crise financière qui a tout détruit. Où est-ce qu'il est né le concept Maghreb? D'abord, quand on parle en Égypte, on dit souvent un tel, le Tunisien, ou bien le Maghrébin. Et en réalité, quand on dit le Maghrébin, ça veut dire presque toujours le Tunisien. L'idée du Maghreb est née à l'étranger, en Europe, chez les étudiants et les ouvriers maghrébins qui se retrouvent en Europe. C'est là où elle est née surtout l'idée des Maghrébins et puis par la suite en Égypte. Les disparités régionales. On parle maintenant beaucoup de disparités régionales. On a l'impression que les disparités régionales sont nées sous l'ère de Bourguiba. Une nouvelle invention. Sous l'ère de Bourguiba ou l'ère de Ben Ali. Non. Dans les cartes que j'ai établies au début du 19e siècle, le pôle important, c'est Phrygia, le nord-ouest. Toutes les routes du commerce transsaharien passaient par la région de Béja. C'était la Tunisie utile. Puis, il y a eu le déclin du commerce de blé. Déclin du commerce du blé, pourquoi? Parce qu'on vendait du blé à la France. Au cours du blocus continental, les Anglais ont détruit les navires qui venaient de Tunisie ou d'Algérie. Donc la Tunisie ne pouvait plus vendre du blé et n'a plus repris la vente du blé puisque la France a trouvé le blé de l'Ukraine. Ce qui a été compensé, c'est le développement de l'importation de l'huile à cause des savonneries de Marseille. Et les savonneries de Marseille ont fait valoir les villes du Sahel comme des ports d'importation et d'exportation. Donc c'est pour cela que les populations européennes se sont établies à part Tunis dans les villes du Sahel. Et quand je dis le Sahel, ça passe jusqu'à Djerba. Donc en réalité, ce sont des conditions géographiques que le pouvoir, bien sûr, devait corriger, rectifier, faire compenser ce développement régional inégalitaire. Mais c'est l'histoire qui est plus responsable que les responsables politiques. Très bien. Alors, est-ce que certains d'entre vous voudraient réagir par rapport à... Oui, allez-y, madame. Je voulais dire quelque chose sur la question, c'est quand demain? À mon avis, demain commence quand les Tunisiens ont le courage d'enfin dire non aux cadeaux empoisonnés de l'Union européenne, par exemple. Ça veut dire qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a les relations asymétriques, c'est 500 millions avec 27 pays, et la Tunisie est un pays de 10-11 millions. Donc là, il y a déjà un décalage énorme. Dire non, ça veut dire aussi avoir une chance de protéger peut-être sa propre économie, sa propre industrie, de subventionner ce qui est tout ça avec l'accord Aleka qui est une déclaration de guerre. C'est un livre d'un Ghanéen, Yash Tandon, qui a été publié récemment, qui dit que cette approche de libre-échange, c'est une déclaration de guerre. Hein. Et c'est une déclaration de guerre parce que la Tunisie serait démunie de toute sa marge de manœuvre, et ce qu'a demandé ce matin Hatem Ben Salem,
en disant il faut un État fort. Où est cet État fort quand il est complètement démantelé, quand il est dépossédé, quand les recettes fiscales vont vers zéro, etc. Donc, il faut dire non hein, à cette politique, avoir le courage. Et si on tient compte aussi du côté de la politique de migration, à mon avis, l'Union européenne, avec cette politique, elle a détruit les relations traditionnelles entre les pays de l'Afrique du Nord et les pays en Afrique du Sud, ou subsaharienne. Parce qu'il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de visa, et maintenant on a forcé le Maroc d'instaurer des visas à la frontière vers les pays africains. Finalement, je veux encore dire que je suis très contente que Salem Benhatem a dit aujourd'hui qu'il faut maintenir la tolérance de la Tunisie vis-à-vis des migrants. Cette tolérance était déjà visible pendant la Révolution, quand on a accueilli presque 1 million de réfugiés. Dans les temps de la Révolution, on les a nourris, on leur a payé les appartements, etc. J'ai tout vécu ça. C'était extraordinaire et j'ai entendu aucune plainte de la part des Tunisiens. Hein. Et donc, ça, c'est une valeur de caractère que les Européens ont perdu, pas la société civile. Hein. En tout cas, l'approche de Merkel d'ouvrir les frontières, donc c'était à un moment donné un moment d'un visage humain de l'Europe. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que les pays européens n'étaient pas d'accord de faire le jeu. Mais il faut aussi dire que Mme Merkel a parlé avec personne pour demander si les autres sont d'accord. Et ça, c'est une autre chose. Les autres Européens n'aiment pas cette Europe à deux vitesses, n'aiment pas que l'Allemagne domine cette Europe et que l'Allemagne dicte à l'Europe son comportement. La même chose est vraie pour la Grèce. Là aussi, on sauve les banques allemandes qui sont criminelles et pas la Grèce. Hein. En tout cas, oui, j'arrête là. Merci. Merci. On voit bien l'empreinte Frédéric Ebert Stiftung dans vos propos. Allez-y, monsieur Rader. On n'est pas là sûrement pour parler d'un projet alternatif au capitalisme, mais c'est clair, tous ces débats d'idées pourraient donner des pistes. La question importante sur la définition de la Tunisie de demain et comment on mesure ça pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. On a compris ce matin qu'il y a une étude pour parler de 10 ans. Mais à mon avis, tout ce qui dégage pour moi aujourd'hui, c'est ça, l'interrogation, les doutes, les incertitudes. Et c'est clair, car on est dans une période de transitoire, une période en arabe, un mahab. C'est vraiment, on essaye de dégager de nouvelles orientations. Pour la Tunisie, c'est très important. J'ai parlé de ces pluralismes tunisiens, ces conflits d'identité, à travers ce qu'il a parlé, mon ami Khalifa Chater et vous, à travers cette liaison avec la Tunisie. Si je me permets, c'est accouchement. Accouchement. Mais non, mais c'est Mahad, il est plus long même, plus long. Voilà, exactement. Et pour cela, donc, c'est très important de voir cette hésitation stratégique de la Tunisie entre l'Algérie, le Maroc, l'Europe, les États-Unis, peut-être la Russie, la Chine. Mais ça, c'est la force de la Tunisie. La Tunisie, c'est comme le Liban. Elle a besoin plus ou moins de cette protection internationale. Il faut dire les choses comme telles, car elle n'a pas ce voisinage facile. Et pour cela, cette protection internationale suppose toujours cette neutralité positive. Vous voyez les conflits inter-arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ailleurs? Les conflits inter-africains un jour, les conflits européens, ou un jour européens, chinois ou russes, américains.
Car l'éruption de la Russie en Libye, pour moi, ce n'est pas un élément positif, car ça accentue le jeu international en Libye. Pour cela, il faut que les décideurs tunisiens, à mon avis, soient très conscients où il faut mettre les pieds pour le bien-être de la Tunisie. Le problème, ce n'est pas d'être accroché, comme il a dit, à l'Europe. Le prix à payer, ce n'est pas à n'importe quel prix, on fait de coopération. Mais pour cela, c'est très important, les éléments de l'autonomie financière, stratégique, économique. Et on revient là, même si le Maghreb n'est pas une réalité, elle est très difficile, mais au moins les Maghreb de projet, les Maghreb économiques, les Maghreb de l'ouverture des frontières, même s'il est à 2 ou à 3, il faut commencer, il faut aller de l'avant. Très bien. Il ne faut pas être toujours, il faut être très pragmatique pour pouvoir répondre aux défis. Et avant tout ça, je peux vous dire une chose, les grandes réactions en Turquie ou en Tunisie, car il y a 2 expériences de modernisation et de laïcité. La Turquie, on voit maintenant M. Erdogan, il est en train d'effacer tout. Et en Tunisie, on voit la réaction, elle est toujours là. Il faut chercher, il faut répondre d'une façon nette. Et ce clivage régional, il est lié aussi à cette question d'identité. Est-ce que la Tunisie, elle est avant tout musulmane ou laïque? Ou est-ce qu'elle est européenne ou africaine? Il faut répondre à tout ça avec beaucoup de perspicacité. Exactement, et avec beaucoup de tolérance des côtés et de l'autre. Très bien. J'ai cru entendre quelques relents bourguibistes, voire bourguibiens, dans ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la politique, le besoin de protection avec une diplomatie positive et la méthode pragmatique, choisir un pays. Avec... Oui. Vraiment, c'est la doctrine bourguibienne de diplomatie. C'est très marrant, on dirait Bourguiba qui parle. C'est une fierté pour moi. Voilà, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon je vais conclure pour passer à la 3e séance. Juste une remarque d'ordre général sur les intérêts. Bien sûr, les États protègent les intérêts, mais ce n'est pas toujours facile de distinguer une défense des intérêts concrets économiques d'une défense des institutions et des valeurs. Le ministre de la Défense ce matin disait que la sécurité tunisienne passait aussi par le renforcement d'un État, de bonne gouvernance, d'une élimination de corruption. Donc, tous ces immatériels, ces dimensions immatérielles aussi peuvent devenir des intérêts profonds d'un État. Je vais vous raconter juste une anecdote sur l'intervention américaine en Libye. À côté des Français, des Italiens, des Britanniques, il y avait un débat au sein de la Maison-Blanche. Les réalistes disaient ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire des Français, des Italiens, à la limite des Britanniques. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dans cette affaire-là? Et l'argument était fait, ce n'était pas les femmes, qu'il fallait une intervention humanitaire, strictement humanitaire, pour protéger la population de Benghazi. C'était Hillary Clinton, le secrétaire d'État, c'était Samantha Powers, Madame l'ambassadrice auprès de l'ONU, c'était Susan Rice, le conseiller de sécurité nationale. C'était les femmes qui finalement ont convaincu Barack Obama que c'était important de protéger certaines valeurs partagées, pas seulement avec les Américaines, pour intervenir dans la Libye. Quels sont les intérêts américains en Tunisie, vraiment? Les intérêts économiques sont très, très minces. Les Français, c'est 15 fois plus important que les intérêts américains économiques en Tunisie. Mais, encore une fois, la Tunisie était toujours à côté des Américains, les Américains étaient toujours à côté des Tunisiens, soit, puisque tout est interdépendant de nos jours, une intervention à 3000 km de chez vous va bien évidemment aussi avoir un effet, parce que dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut pas isoler les interventions, même de l'autre côté de la planète, si vous voulez. Donc, pour les Américains, je crois que la défense de la Tunisie, c'est la défense d'un exemple d'un pays arabe démocratique. Donc, d'une certaine façon, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Parce que dans le camp les démocraties libérales,
ne se font pas la guerre entre elles jusqu'à présent. Donc l'idée américaine, encore une fois, là, ici, c'est la défense des valeurs, touche aussi sur la sécurité, si vous voulez. Donc, bien évidemment, on défend les intérêts, mais ce n'est pas toujours facile de distinguer nettement où commencent les défenses des valeurs et où s'arrêtent les défenses des intérêts, si vous voulez. Très bien, merci. Alors, comme je suis président de cette séance, je fais ce que je veux. Donc, je vais donner la parole à Mahdi Tej. Vas-y, Mahdi. Ouais, attendez, micro. Ça va être... non, je vais être très bref. Non, c'est juste pour rebondir sur les propos de monsieur. Tout d'abord, les trois femmes que vous avez évoquées, dont Madame Susan Rice. Madame Susan Rice qui a quand même évoqué l'enfantement du monde arabe dans le sang. Ça n'est pas banal. Deuxièmement, vous dites que la Tunisie n'a pas effectivement de position stratégique à l'égard des États-Unis. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Économiquement, je le conçois parfaitement. Sur le plan stratégique et géopolitique, la Tunisie a toujours compté, notamment en Méditerranée, pour les États-Unis également, parce qu'elle contrôle le détroit de Sicile avec l'Italie, qui organise la transition entre le bassin occidental et le bassin oriental. Le deal, maintenu toujours secret, a toujours été des bases militaires américaines en Italie, un régime en Sicile, et un régime politique en Tunisie favorable aux intérêts américains, ou du moins qui n'entraverait jamais le passage des navires et des routes commerciales à travers le détroit de Sicile. Et je pense que la position stratégique de la Tunisie est en train de monter, de connaître encore un stade supérieur, vu ce qui se passe en Libye. Elle permet d'accéder au territoire libyen, et également, elle est un poste d'observation à l'égard des évolutions qui caractérisent la scène algérienne. Merci. Pour suivre le débat, mais avec les technologies militaires de nos jours, cet positionnement géographique est relativisé. Oui. Très bien. Puisque je suis encore modérateur de cette séance et maître à bord encore pour quelques secondes, je donne la parole à Jean-Louis Guigou, mais pour une très courte intervention, très courte. Mesdames, Messieurs, un regret et une idée. Le regret. On aurait dû être 2000 présents. 2000. Il y aura 2000 lecteurs de réalité. Non. Ce qui ne sait pas, c'est que c'est en streaming et que tu as plus que 2000 qui suivent cette... C'est absolument, je vous félicite. C'est émouvant de voir l'écoute, la profondeur de votre pensée. Bravo. La deuxième chose, Madame, vous avez dit les pays du Sud, les pays arabes, doivent dire non à l'Europe. Une très courte anecdote pour défendre les Algériens, parce que souvent on les maltraite trop. Dans l'accord d'association... Et que vous êtes d'origine algérienne. Dans l'accord d'association entre l'Europe et l'Algérie, j'ai le document écrit. Sur le volet agricole, il est dit la chose suivante. L'Europe a le droit d'exporter en Algérie 500 000 tonnes de pommes de terre, 400 000 tonnes de blé, des milliers et des millions de tas de choses, sans contingent, à rien, du quota. Et écoutez bien, en retour, écoutez le cynisme, j'en ai honte, en retour, l'Algérie a le droit d'exporter vers l'Europe, sans aucun contingent, du whisky, de l'armagnac, du cognac et de l'alcool de fraise. Mesdames, Messieurs, un jour, je donnerai ce texte à la télévision. C'est honteux. Et j'ai dit, Madame, j'ai dit aux Algériens, mais pourquoi vous êtes fait mener en bateau?
Ben, ils me disent, parce que nous sommes complètement isolés. Et donc vous avez le Maroc de la Ligue arabe qui signe un accord avec l'Europe. Vous avez l'Algérie toute seule qui signe un accord avec l'Europe. Vous avez la Tunisie toute seule qui signe un accord avec l'Europe. Et donc l'Europe a découpé comme un... C'est l'Europe qui en bénéficie. Et l'Europe fait ce qu'il veut. Dans la conclusion, c'est que les structures que vous avez, l'Union du Maghreb arabe et la Ligue arabe, enlevez-leur les débats politiques et mettez des projets économiques, des projets d'aménagement du territoire, des projets sur l'énergie, et dites-leur, on ne parle plus politique, mais on fait notre union sur des projets, parce que là où il n'y a pas de projet, il n'y a que des rivalités. Merci. Très bien. Merci, merci, M. Guigou. Alors, je résume rapidement les quelques idées clés, en essayant de ne pas trahir les uns et les autres dans leur manière de voir les choses, mais grosso modo, la Tunisie sera toujours protégée par les US, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, hein, que cette coopération militaire, elle est là, pérenne, et qu'elle n'a pas besoin d'une coopération commerciale, grosso modo. Que l'Europe doit changer sa politique, vis-à-vis de la Tunisie ou même du sud de la Méditerranée, que ce soit la politique commerciale, mais aussi la politique sécuritaire, qui est elle-même fruit de contrats déséquilibrés entre les deux parties, à cause ou grâce à ces lobbies. Alors, ensuite, la Libye. La Libye est le risque absolu, numéro un. Donc, si on veut voir la Tunisie de demain, si on ne la voit pas à l'aune de ce qui se passe en Libye ou ce qui va se passer en Libye, c'est faire preuve de myopie. La Libye, c'est fondamental. L'UMA, une virtualité qui dure, elle serait mieux construite sur la base de mise en commun d'intérêts et de projets, c'est clair, et que si je reprends ce qu'a dit Simon Khaled, l'idée de... il y a un risque sur la Tunisie demain si elle ne s'homogénise pas d'un point de vue économique entre ces différentes régions, le littoral et l'intérieur, mais si Chatre a expliqué un peu les origines historiques et non pas forcément, ce n'est pas une volonté politique que d'avoir voulu appauvrir des régions pour faire enrichir d'autres. Mais enfin, l'histoire faisant, voilà, et qu'il reste toujours cette problématique globale, et je finis là-dessus, sur ce doute qui est encore installé sur notre région. Et donc, notre Tunisie, on ne sait pas où elle va aller les prochaines années. Est-ce ce sera plus d'Europe, ou plus de US, ou peut-être plus de Chine? Mais en tout cas, elle a besoin de protection internationale et que les Américains eux-mêmes, ne savent pas où se trouve la limite de l'intérêt pour protéger les valeurs américaines, dites valeurs américaines, démocratie libérale, comme ce qui se passe actuellement en Tunisie, ou alors les intérêts américains que sont surtout d'ordre économique ou commerciaux. Et c'est aussi dans cette vie que l'histoire de la années, la Tunisie de demain dans un voisinage stratégique en restructuration. Je remercie beaucoup mes panélistes, mes brillants panélistes, comme l'a remarqué Jean-Louis Guigou. Merci pour votre attention.